Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs. On se retrouve une fois de plus pour parler de Sidney Lumet, notre star de ce mois d'avril, puisqu'on commémore l'anniversaire de sa mort. Malheureusement, il nous a quittés. Et aujourd'hui, on va suivre la route de Brique Jaune pour évoquer une transposition du Magicien d'Oz, The Wiz, sorti en 1978. Alors, autant vous dire en préambule que The Wiz n'est vraiment pas le meilleur film de Sidney Lumet, incontestablement, mais son histoire est assez intéressante à retracer, et pour m'aider justement dans ce périple, celle qui va me donner du courage, du cœur et de l'intelligence comme les personnages, c'est Faye. Bonjour Faye. Coucou Spike, bonjour les auditeurs. Je suis content d'être là parce que j'aime bien le Magicien d'Oz normalement. Normalement, ouais, je crois que le mot est lâché. Alors tu le sais, avant de se pencher sur un film, on rappelle toujours comment on l'a obtenu. Et là, on l'a obtenu par nos propres moyens. Et c'est pas forcément facile parce que c'est un film qui n'est pas édité, qui n'a pas été réédité, en tout cas récemment en France. Je vous aiguillerai vers une version import vers la fin du podcast. Mais il va peut-être falloir déployer des moyens exceptionnels pour vous le fournir, si toutefois vous en avez le courage, parce que c'est pas franchement recommandé. Et puisque tu aimes bien le Magicien d'Oz, est-ce que tu peux peut-être nous faire le résumé du film ? Mais bien sûr, alors le Magicien d'Oz, normalement c'est une petite fille, mais là non. Dorothy est une jeune femme de 24 ans qui est institutrice, donc qui vit avec sa tante dans sa petite communauté et qui a du mal à vouloir la quitter, cette communauté, à vouloir quitter son quartier. Mais un soir, alors que son petit chien Toto s'échappe de son bel appartement new-yorkais, elle va se retrouver envoyée dans un monde mystérieux qui est le monde de Oz. Et là, eh bien, elle va devoir trouver le fameux magicien pour pouvoir rentrer chez elle. Et eh bien, en cours de route, elle va se faire des amis de tout poil, de toute paille et de tout métaux, j'ai envie de dire. Absolument. Et puis, il faut dire que pour cette version, on ne l'a pas encore précisé, mais c'est un film estampillé Motown. Alors, on vous expliquera un peu plus tard ce qu'était la Motown. Mais on retrouve dans les rôles titres, donc pour jouer Dorothy, Diana Ross. On évoquera le problème qu'elle a apporté au film. Et on retrouve aussi le légendaire Michael Jackson qui joue l'épouvantail. Et en plus, on retrouve dans le film le comique de stand-up Richard Pryor, voilà, qui est quand même quelqu'un d'assez important dans la communauté noire, parce que c'est quelqu'un qui a influencé beaucoup de monde comme Eddie Murphy, et que vous connaissez peut-être au cinéma. Je prends un de ses films qui peut être le plus populaire, mais pas sûr, mais en tout cas le Superman 3 par exemple. Oui, par exemple, et puis on en avait parlé de Richard Pryor pendant un autre mois spécial, c'était notre mois consacré à Paul Schrader, puisqu'il était dans la première réalisation de Paul Schrader, Blue Collar, sorti en 1978, donc juste après The Wiz, quasiment en même temps même. Et Grey Pigeon nous avait un petit peu retracé son parcours, donc si vous voulez en savoir plus sur Richard Pryor, vous pouvez vous référer à ce podcast. Et puis je reviendrai moi aussi un peu plus tard sur sa performance, parce qu'elle n'est pas exempte de tout reproche, je pense. Comme tout le reste du casting. Ah oui. Et justement, ce casting, il a posé certains problèmes, et notamment au moment de choisir un réalisateur, je crois. Oui, parce qu'au départ, justement, le premier réalisateur choisi n'était pas Sidney Lumet, mais le réalisateur d'un film par la suite qui sera culte, puisqu'il s'agit du réalisateur donc, de La Fièvre du samedi soir. Et je te laisse prononcer le nom parce que j'ai peur de mal le prononcer. John Badham. J'avais peur de mal le prononcer. Et en fait, il a quitté le projet pour une raison, Diana Ross. C'est-à-dire qu'il faut un peu resituer ce qui s'est passé à l'époque. C'est que Diana Ross, c'était un peu la grosse star de la Motown.
Donc elle avait commencé dans le groupe Les Suprêmes et puis par la suite, bon voilà, elle a développé sa carrière solo. Elle avait même épousé le fondateur donc de la Motown, donc Berry Gordy. Et à cette époque-là, elle avait donc divorcé de ce monsieur et elle voulait un peu trouver son émancipation. Donc elle avait testé des styles musicaux un peu plus disco, mais elle était en perte de vitesse et là, elle voulait se donner un nouveau point de départ, on va dire. Enfin, elle voulait regagner un peu Ça superbe. voilà, sa superbe, merci, en jouant au cinéma. Et elle a fait des pieds et des mains pour jouer dans l'adaptation de la comédie musicale The Wiz, au point qu'elle a fait virer l'actrice originale, je crois que s'appelait, attendez, je vais vous retrouver le nom. Stephanie Mills. Voilà, Stephanie Mills, qui était une artiste Motown aussi, et qui correspondait un peu plus au rôle car plus jeune, mais elle l'a fait virer, elle s'est fait imposer, et le réalisateur, ça ne lui a pas plu, et donc il a quitté le projet, et c'est Sidney Lumet qui a été choisi pour le remplacer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Diana Ross avait 33 ans, or Dorothy était censée être dans la comédie musicale plus une ado. Et donc l'actrice qu'il y avait avant avait une vingtaine d'années, donc ça pouvait passer pour jouer une ado. Mais là, 33 ans, à part dans Beverly Hills, ça marche pas. Sidney Lumet a eu quand même une bonne idée. Il s'est dit, on va vieillir le perso, on va lui donner l'âge de 24 ans, et on va dire qu'elle s'occupe, voilà, qu'elle est institutrice pour des jeunes enfants. Bon, c'est un peu moins creepy, mais ça règle pas le souci non plus. Oui, puis ça va poser De gros des problèmes. soucis d'interprétation au moment de tisser le scénario, parce que le fait que ce soit une personne plus âgée, j'y reviendrai aussi un peu plus tard, ça va causer certains soucis. Et donc c'est Sidney Lumet qui débarque sur ce projet, et à l'époque Sidney Lumet, on peut dire qu'il est en pleine bourre, qu'il est hot, même c'est l'expression qu'il utilise dans son livre Faire un film. Comprenez par là en fait qu'il est dans une phase ascendante et que la plupart du monde du cinéma se l'arrache. Il sort de grands films qu'on a déjà évoqués ensemble en podcast, notamment avec toi Faye, Serpico, Le Crime de l'Orient Express. Il a aussi fait Un après-midi de chien, Network, des films qui ont remporté des prix pour la plupart. Et au moment de s'attaquer à The Wiz, il sort pourtant d'un film beaucoup plus confidentiel, dira-t-on, beaucoup plus dérangeant, on peut même dire, mais dans le sens plutôt positif du film. C'est un film qui fait réfléchir, c'est Écus, qui relate l'histoire d'un jeune garçon qui éprouve une fascination pour les chevaux, mais qui prend des proportions énormes et qui met en danger sa santé mentale en fait, jusqu'à le conduire à un acte assez funeste qui est le point de départ du film en fait. Et après on essaie de comprendre comment il en est arrivé là. Donc après ce projet très personnel, Sidney Lumet revient vers le cinéma à grand public, du moins c'est ce qu'aurait dû être The Wiz, avec cette production. Et d'ailleurs, c'est son seul film musical, enfin sa seule comédie musicale dans sa filmographie. Ça, il faut le noter, sa première et sa dernière comédie musicale. Oui, une comédie musicale pour laquelle il est entouré donc de Michael Jackson, on l'a dit, et justement, puisqu'on évoquait le fait que Diana Ross ait un peu fait le forcing, la présence de Michael Jackson était un des leviers qu'elle a utilisé en fait pour asseoir sa position et obtenir le rôle. Elle a en fait promis à Berry Gordy, son ex-mari à l'époque, que si elle jouait dans le film, elle réussirait à y associer Michael Jackson. C'est ça, puis il faut dire que Michael Jackson et Diana Ross, c'est une relation particulière. Alors, Michael Jackson la considère un peu comme sa marraine au sein donc de la Motown, puisque elle a été associée donc très tôt à son groupe, les Jackson 5, comme si c'était elle qui les avait découvertes, alors que c'était un coup publicitaire, mais Michael Jackson, depuis l'enfance, voue vraiment une fascination et un culte à Diana Ross. C'est vraiment comme si c'était sa fée, tu vois, comme si c'était vraiment son tout, au point que quand il a commencé ses fameuses opérations de chirurgie esthétique, l'un de ses buts, c'était de ressembler à Diana Ross. C'est vraiment la grosse fascination. Ils se sont jamais quittés, même lorsqu'il est mort, il lui a laissé ses enfants. C'est-à-dire qu'elle est en deuxième de l'ordre de succession pour s'occuper des gosses. La première, c'est sa mère, mais ensuite, c'est Diana Ross. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un de très, très important dans la vie de Michael. C'était vraiment sa conseillère professionnelle et privée. Donc, c'est pas étonnant de le retrouver sur ce projet-là.
Oui, c'est une vraie mère spirituelle en quelque sorte. Alors, puisqu'on parle de la Motown depuis le début, j'ai un peu envie de resituer à nos auditeurs ce qu'est la Motown, parce que c'est peut-être un nom qui n'est pas très connu aujourd'hui, mais qui a profondément marqué la musique du XXe siècle aux USA et dans le monde, hein. Ça a vraiment dépassé les frontières. Donc, je vais me lancer dans ma petite historique. Donc, en fait, la Motown, c'est une maison de disques qui est fondée en 1959 à Détroit. C'est à la ville de Détroit, réputée pour ses usines de voitures, qu'elle doit son nom. Donc c'est Berry Gordy, un ancien boxeur qui va la fonder, le futur mari de Diana Ross, comme tu nous l'as dit. Quelqu'un qui est passionné de musique, mais qui est relativement peu expert dans le domaine en fait. Au moment de fonder la Motown, il ne sait par exemple pas du tout lire une partition. Il va finir par l'apprendre après avec des cours intensifs pour combler ses lacunes. Mais en tout cas, il a un talent inné, c'est celui de savoir repérer à coup sûr ce qui va être un hit en puissance. L'une de ses déclarations choc qui est souvent ressortie pour le définir, c'est lorsqu'il nous dit qu'il savait faire entrer un inconnu par une porte et le faire ressortir en star par une autre. Souvent, comparer la Motown à une usine à tubes. Il fallait vraiment voilà, produire tout le temps des tubes. Ouais, c'est exactement ça. Alors, ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que son parcours personnel, il va être intimement lié à ce qui sera le moteur de la Motown, sans mauvais jeu de mots. Donc, en fait, quand il est enfant, ses parents quittent le sud ségrégationniste des États-Unis dans les années 20 pour gagner le nord du pays, qui est un petit peu plus progressif, même si c'est un bien grand mot à l'époque. Et ben, la Motown, elle est un peu animée par la même envie d'affirmer une identité afro-américaine aux USA. C'est une entreprise qui est dirigée par des gens à la peau noire, qui produit des artistes à la peau noire et qui essaye d'en faire des superstars auprès de tout le public américain. Et ça, c'est une vraie révolution à l'époque, parce qu'on est dans les années 60 et c'est l'époque de la lutte pour les droits civiques, avec les combats de Martin Luther King ou de Malcolm X par exemple. Berry Gordy va rapidement s'entourer de talents. Il y a notamment Smokey Robinson, qui est un grand nom de la musique américaine, qui va l'aider à la composition. Mais il va surtout trouver des artistes et des interprètes légendaires qui vont façonner ce qu'on appelle en fait le Motown Sound. C'est un mélange de soul, de R&B, mais aussi des petits emprunts au gospel. Alors moi je vais te citer quelques noms qui sont très très chers à mon cœur parce que c'est vraiment la musique que j'aime. On retrouve par exemple Stevie Wonder, les Four Tops ou quelqu'un que je révère immensément, c'est le grand Marvin Gaye. Ah bah tu vois, on se rejoint sur ce point. Mais un des groupes qui connaîtra le succès le plus retentissant, en fait, ce sont les Supremes qu'on a évoqués, qui est mené par Diana Ross, la star de The Wiz. Et pourtant, le début des Supremes, il est assez laborieux. Pendant un moment, on les appelle même les No Hit Supremes. Mais en 64, leur popularité, elle va complètement exploser avec un titre Where Dear Our Love Goes. Excusez mon accent, bien sûr. Et puis il va s'en suivre d'énormes succès comme Baby Love ou Stop in the Name of Love ou encore You Can't Hurry Love. Donc souvent l'amour, hein, ça revient beaucoup. Mais c'est des thèmes qui parlent à tout le monde. Effectivement. Alors ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que la Motown, c'est pas les derniers des manipulateurs, parce que par exemple, on joue sur l'image d'une Diana Ross qui serait issue d'un milieu modeste, alors qu'en fait, ça n'est pas exactement vrai. Elle le démentira dans son autobiographie, où elle expliquera qu'en fait, elle venait plutôt de la classe moyenne américaine. Et puis, pour appuyer aussi le fait que la Motown n'est pas un monde parfait, on peut noter que le taux de rémunération des artistes à l'époque, au sein de la maison de disques, est très très bas, et la plupart des grands noms finissent par le quitter. Tous les gens que je vous ai cités avant ont fini par s'émanciper de la Motown, notamment à la fin des années 60. Mais Diana Ross, elle va rester un petit peu plus fidèle plus longtemps. Elle va prendre de plus en plus l'ascendant sur son groupe les Supremes, jusqu'à voir son nom inscrit en plus gros sur les affiches des concerts. En 69, elle participe à la lancée d'un groupe pour le label, et là on va rejoindre The Wiz, c'est les Jackson 5 qui vont véritablement rythmer les productions du label dans les années 70. Alors toutefois, c'est un abus, comme on le disait, de prétendre que Diana Ross a lancé les Jackson 5. En vérité, ils sont découverts par une autre des Supremes, Gladys Knight. Ceci étant, Michael Jackson, accompagné de ses frères dans un premier temps, va lui aussi exploser, et Diana Ross l'accompagne comme une mère spirituelle, comme on l'a dit. Et je me permets juste de préciser, c'est qu'aussi à l'époque de The Wiz, Michael Jackson a envie de sortir du groupe et de faire sa carrière solo. Et c'était assez compliqué pour lui, notamment à cause de son père, hein, qui était quelqu'un de pas très recommandable, on va dire ça comme ça. Et donc, en utilisant aussi sa marraine Diana Ross, c'est un moyen pour lui de enfin faire une carrière solo, d'essayer de montrer un peu ce qu'il vaut et de faire une rencontre qui va changer sa vie.
Effectivement, il va rencontrer Quincy Jones et on peut noter d'ailleurs que Quincy Jones c'est un proche collaborateur de Sidney Lumet, puisque depuis le début de notre rétrospective, alors on l'a peut-être pas mentionné dans tous les podcasts et articles, mais il a fait de très nombreuses bandes originales pour le réalisateur et la rencontre avec Michael Jackson va véritablement changer sa vie, comme tu dis. Eh ben oui, parce que de suite, Quincy Jones va avoir tout le talent qu'il y a dans ce Michael Jackson et ils vont commencer à travailler ensemble et ça va aboutir à l'un des albums les plus cultes, je pense, de la musique, c'est le fameux Thriller. En effet, c'est un morceau emblématique de la musique et puis iconique pour Michael Jackson. Moi, à titre personnel, c'est son album que je préfère, même si j'ai une certaine affection pour l'artiste. Pas toujours l'homme, mais l'artiste en Ah tout cas. ouais, non mais l'homme, ça avait l'air d'être compliqué, je pense. On ne saura Oui, jamais vraiment la vérité du faux. C'est bizarre. Mais artistiquement, c'est sûr qu'on peut pas nier le talent de la personne. c'est sûr. Par contre, il y a quelque chose où on va pouvoir nier le talent, c'est The Wiz en lui-même, parce que comme on vous l'a dit, c'est vraiment pas le Sidney Lumet le plus mémorable. Mais voilà, en vous posant un petit peu de contexte, on vous a montré que c'était peut-être un film qui méritait, en tout cas, qu'on mette un peu de lumière dessus, Ouais. parce que cette réunion de talent, elle aurait dû permettre de faire un grand film musical, Mhm. et malheureusement, ça n'est pas vraiment à ça qu'on va aboutir. Non, c'est ça. En plus, la Motown voulait vraiment en faire une espèce de vitrine pour ses gros talents. Et si le film avait marché, Diana Ross aurait pu continuer sur cette lancée d'actrice et faire un autre rôle important. Elle aurait dû enchaîner sur le fameux Bodyguard. Mais comme le film n'a pas trop marché, le projet est resté en suspens jusque plus tard, voilà, avoir été produit et mis en scène avec dans les rôles principaux Kevin Costner et une autre chanteuse, Whitney Houston. Voilà pour le contexte. Maintenant, il est temps de s'attacher aux thèmes profonds qui vont être tissés dans The Wiz et forcément, ils vont être intimement liés à ce qui est le livre de base, Le Magicien d'Oz. C'est ça. Alors, Le Magicien d'Oz, pour moi, c'est vraiment une œuvre qui va parler de pas mal de choses, surtout du passage à l'âge adulte, puisqu'on suit une très jeune fille donc qui se retrouve transportée dans ce monde-là et qui, au fur et à mesure de l'histoire et de ses rencontres, eh bien, va se découvrir courageuse, va acquérir de la sagesse, va affronter ses peurs. C'est quelque chose de très positif. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le roman est sorti, en 1928, il avait été censuré parce que, attention, il présentait des personnages de femmes fortes qui étaient indépendantes. C'est quand même scandaleux. Scandale. On ne peut pas laisser ça dans les bibliothèques. Donc, vous voyez Ah un peu non. l'importance du bouquin. Et donc, il y a vraiment des trucs forts au Un livre travers. woke. Voilà, un livre woke. Après, il a été recensuré plus tard parce qu'apparemment, il donnait de mauvaises idées aux enfants. C'est quand même une œuvre qui est quand même assez positive, moi je trouve, qui permet vraiment de se rendre compte que on possède déjà tout ce qu'il faut en nous, et ce qu'il faut c'est se faire confiance. Et le passage à l'âge adulte, c'est aussi affronter des événements compliqués, mais voir que on peut y arriver et que on peut apprendre, des autres, de soi-même et se découvrir des qualités insoupçonnées. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très intéressant et de très profond dans le bouquin de base et qui était très bien retranscrit, je trouve, dans la comédie musicale avec Judy Garland. Je ne sais pas si tu as vu ce classique. Oui, bien sûr. Ouais, donc tu vois un peu le parcours de ce personnage, le parcours initiatique en fait. Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que le magicien d'Oz, l'une de ses forces d'évocation, c'est aussi le fait de se réfugier dans l'imaginaire pour endurer les choses de la vie réelle. Ouais. Et c'est peut-être un des soucis du film, un des premiers qu'on va soulever, c'est le fait qu'on ne comprend pas véritablement les épreuves que traverse Diana Ross slash Dorothy dans le film. Parce que Lumet, finalement, dans l'entame du récit, il nous montre un foyer qui est complètement idyllique et on ne saisit absolument pas ce qui trouble la jeune fille au point d'être perdue et de chanter de manière assez mélancolique. Mais c'est ça, on comprend pas pourquoi elle a peur. Enfin, on nous dit à un moment, voilà, elle discute avec son tante, elle lui dit «Ah, tu devrais sortir un peu de la rue, tu devrais sortir du quartier», mais on comprend pas pourquoi elle a peur d'aller plus loin, pourquoi elle a peur de sortir de chez elle, en quelque sorte. Si encore elle avait vécu un traumatisme, si on nous avait dit qu'elle avait vécu quelque chose de grave, le fait qu'elle vive chez sa tante, peut-être qu'elle a perdu ses parents ou qu'il y a eu un accident, quelque chose, il aurait pu rajouter des couches pour expliquer vraiment pourquoi le personnage est comme ça au début, mais il ne propose rien. Et puis le jeu de Diana Ross,
ça aide pas parce que, bon, le personnage a 24 ans, mais quand on la voit, on a l'impression qu'elle en a 40, je suis désolée. Donc ça Ouais. fonctionne pas, parce que j'ai l'impression qu'elle saisit pas du tout, l'histoire. J'ai l'impression qu'elle arrive pas du tout à faire passer les bonnes émotions au bon moment et elle est insupportable quand elle crie: «Toto, Toto!» mais on n'en peut plus. C'est vraiment ça ne fonctionne pas, c'est absolument pas logique et c'est pareil dans les thématiques, il y a tout ce côté où le personnage doit, justement s'affirmer, doit s'accepter aussi comme elle l'est. Ça, c'est plus un des enjeux du film où on retrouve des thèmes, qu'aborde Lumet avec ces personnages qui sont en dehors de la société. Au début du film, il va nous la montrer, comme étant toujours en dehors des conversations. Elle range, elle fait le service, elle va dans la cuisine. On a l'impression que c'est une Cendrillon, mais il y a rien qui Mm. justifie ça parce que personne, est mauvais envers elle. Donc on comprend pas pourquoi elle-même, elle se place en dehors, de sa famille, en dehors de cette société, dans laquelle elle est, en fait. Enfin, c'est vraiment incompréhensible et ça rend gênant, en fait. Enfin, je sais pas ce que tu en penses? Oui, oui, tu mets le doigt sur quelque chose. J'ai l'impression qu'en fait, la transformation du personnage de Dorothy ne marche pas du tout et elle est vraiment faite un peu à l'emporte-pièce, voire à la va-vite. En fait, on doit admettre qu'une femme, au-delà de la trentaine, vit chez son oncle et sa tante, bon, admettons, mais que dans le même temps, elle a jamais quitté son quartier pour découvrir New York, qui est pourtant sa propre ville. On prive le récit de toute la transition à l'âge adulte, donc qui devrait faire la substance. En fait, le magicien d'Oz, ça devrait être une allégorie de la vie réelle Mm. d'une jeune adolescente, partagée entre ses mythes d'enfant et ses aspirations d'adulte. Ici, on nous présente un personnage auquel on ne croit pas dès l'entame, et à plus forte raison, le film se permet même de tacler, et moi j'ai trouvé ça très très maladroit de sa part, la position d'institutrice d'école de maternelle dans l'intro du film, où on nous dit que c'est pas une bonne situation pour elle, et qu'elle devrait devenir professeure dans un collège parce que c'est un petit peu honteux d'enseigner à des enfants en bas âge. Ouais. Et ça, j'ai trouvé que c'était très maladroit aussi dans la réécriture de ce qu'est le magicien d'Oz normalement. Bah oui, elle est rabaissée alors que c'est pas du tout comme ça qu'est montré Dorothy. Et ce que tu disais, c'est très bien, ce passage justement imaginaire, tu vois, réalité, c'est des thèmes que tu peux voir traités par exemple dans Peter Pan. T'as une utilisation très intelligente aussi dans le labyrinthe de Pan un peu plus tard. Là, c'est des bons exemples. Mais là, vraiment, ça marche pas du tout parce elle est déjà adulte. Mais en fait, voilà, j'ai l'impression de voir Michael Jackson en fait. Tu sais, Michael Jackson, il avait cette même problématique. C'était un enfant coincé dans le corps d'un adulte. Et c'est creepy. Enfin, on a l'impression qu'elle a un vrai problème. Le personnage de Dorothy, il faut qu'on se sente connecté à elle, qu'on se sente concerné. Et le magicien d'Oz, même si c'est une enfant, voire une ado, suivant les histoires, et ben il y a toujours quelque chose qui nous touche parce qu'elle vit des expériences qu'on a peut-être vécues nous-mêmes. On a connu ça aussi, ce passage de quitter l'imaginaire pour apprendre à résoudre ces problèmes de la vie au quotidien par nous-mêmes. Et là, encore une fois, ça fonctionne pas du tout. Si on veut une version plus adulte de Dorothy, je vais faire un rapprochement avec la série télé Emerald City que vous pouvez voir sur Prime, où là on a le personnage de Dorothy qui est une jeune femme qui est policière et qui se retrouve donc conduite dans le monde d'Oz. Et là on a les problématiques qui sont adaptées à son âge, qui vont être plus en rapport avec des expériences qu'elle aura vécues dans le monde réel, des traumatismes qu'elle aura pu avoir, des relations avec ses parents par exemple. Enfin, c'est des choses beaucoup plus concrète et plus intéressante. Alors après, vous me direz, c'est une série télé, ok, mais ils ont fait l'effort d'adapter. Là, le seul effort qu'ils ont fait, c'est juste de modifier un âge, mais de ne pas retravailler les thématiques du roman. On aurait pu parler, par exemple, du passage de jeune femme à femme un peu plus mûre, par exemple. C'est une autre étape de la vie que nous pouvons vivre, nous les filles, et peut-être vous aussi les garçons. Et ça aurait pu justement apporter un autre regard sur cette œuvre et une autre utilisation du monde d'Oz. Parce que d'ailleurs, quand on voit le monde d'Oz, il y a des fois des choses un peu sexuelles, je trouve, dans certaines gestuelles Oui, de personnages ou de choses comme ça.
Ça va même plus loin parce que on retrouve les trois valeurs fondamentales qui sont héritées du magicien d'Oz, donc l'intelligence, le cœur et le courage que cherchent les compagnons de Dorothy. Et ces trois belles choses qui sont à enseigner aux enfants, et on a l'impression que les enfants, c'est la cible du film en fait. Mais en même temps, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment eux qui sont concernés? Parce qu'il y a des scènes où explicitement on voit des prostituées. Il y en a d'autres où on assimile le verre de Emerald City à l'argent, au dollar, donc on peut se demander si ça touche vraiment les enfants. Et puis il y a même un personnage, l'homme de fer blanc dans le conte original, ici c'est un robot fait de détritus, qui nous sert des blagues grivoises à tire-larigot. Il y a cette chanson où il lui demande qu'on répande de l'huile sur son corps, qui invite vraiment au malaise total, quoi. Ah ouais, Et non. pourtant, même nous, les adultes, on n'arrive pas à se réfugier dans cette force d'évocation parce que, dans le même temps, le film a une espèce de double personnalité et propose des gags qui sont vraiment, pour le coup, très bas du front. Il y a par exemple cette sorcière qui est évacuée dans des toilettes géantes, et puis il y a cette scène où moi j'ai eu envie de m'arracher les yeux. C'est la scène finale avec la fée Glinda qui est entourée de petits bébés et qui essaye d'interpréter une chanson en exagérant la moindre des mimiques pour bien qu'on comprenne les sentiments qui sont les siens, et vraiment on se sent mal. En fait, c'est un film, on ne comprend pas du tout à qui il s'adresse. Oui, t'as tout à fait raison. Il a j'allais dire le cul entre deux chaises, mais c'est ça. Moi, je vois, enfant, je l'avais vu, j'avais aimé parce que je n'avais rien compris. Et je l'ai revu adulte en ayant cette fois-ci la compréhension des paroles des chansons, de ce qu'on voyait. Et il y a un décalage entre ce qui est dit et ce qui est montré, la façon dont les chansons sont mises en scène. Ça fait parfois très musical. Quand ils arrivent justement dans la cité, donc dans la cité d'Émeraude, j'ai l'impression que c'était Las Vegas. Il y a Mm. des moments, ça fait très vidéoclip. Vraiment, c'est particulier, c'est très 70s. Écoutez, il y a des moments, je vais le dire, ça va vous choquer, mais il y a des moments où je me suis dit que Sidney Lumet, il faisait son Star Wars Holiday Special dans ce film-là, tellement il y a des choses qui ne marchent pas, qui ne sont pas cohérentes. Il y a des choses très grand guignolesques. Rien que la chanson marquante de la comédie musicale, dont je retiens jamais le titre, là, celle qui chante à chaque fois qu'ils sont sur la route, Down on the Road, je crois, un nom comme ça. Et mais il y a des chorégraphies, mais Diana Ross, elle gesticule comme une dingue, accompagnée d'un Michael Jackson qui fait ce qu'il peut, qui robotise alors qu'il joue un homme de paille. C'est vraiment très bizarre. Et puis, ce qui est dommage aussi, c'est rien que l'introduction de Michael Jackson. Donc, il est introduit, voilà, l'épouvantail qui est sur son petit piquet. Et il y a des corbeaux, voilà, autour qui se moquent de lui, qui lui disent t'es pas intelligent, t'es nul, t'es ci, t'es mi. Tu pourrais très bien y voir un sous-texte sur le racisme, avec justement un personnage, les personnages noirs mis à l'index qui étaient souvent traités comme des animaux, comme des gens pas intelligents, enfin, euh, qui étaient parfois torturés par le Ku Klux Klan. On peut y voir un côté un peu un bout de cette histoire des États-Unis compliquée, mais ça dure 30 secondes et Michael Mm. Jackson, il gesticule et ça casse tout parce que ça rend le truc grotesque et ça va jamais au fond des choses. On sent qu'il y a plein de thématiques qui auraient pu être abordées si l'histoire elle avait été plus adaptée à son époque et plus adaptée à l'âge de son personnage et plus adaptée à ce côté urbain. Le rapport à la technologie, enfin le rapport à l'argent, il y aurait pu avoir plein de choses intéressantes, mais il y aurait pu même avoir un sous-texte politique, puisque justement, quelque temps avant que ce film n'existe, il y avait eu des théories faites par des historiens qui comparaient le Magicien d'Oz à l'histoire des États-Unis avec, alors si je me rappelle bien, le Magicien d'Oz et les sorcières et tout ça, c'était les grandes figures politiques, les différents partis. On avait l'homme de fer qui représentait les ouvriers, par exemple. Enfin, c'était pour eux un moyen de symboliser au travers de cette histoire les luttes des classes aux États-Unis, les problèmes justement de politique, les problèmes sociétals en fait. Et c'est pas du tout utilisé dans le film, alors qu'on a un contexte urbain qui justement s'y prêtait et aurait pu permettre d'avoir une vision peut-être un peu plus adulte de ce conte. Pour moi, je le considère comme un conte, voilà, de cette histoire fantastique qui est Oz et qui permet tellement de choses. Et encore une fois, c'est vraiment dommage.
Bah, je rebondis sur ce que tu dis sur le racisme parce que ce qui m'a un petit peu gêné, moi, à la vision du film, qui est une vraie âme d'humaniste et qui admet tout le monde et qui tolère tout le monde, bien évidemment. Chez les réfracteurs, vous êtes tous admis, peu importe votre couleur ou votre confession. Ce qui m'a un petit peu intrigué, c'est le fait que alors c'est lié à l'ADN de la Motown, comme on le disait plus tôt, mais c'est un film où il n'y a que des personnages afro-américains, mais du coup la morale du film devient étrange. C'est-à-dire que Dorothy va s'aventurer dans le pays d'Oz, et finalement la conclusion du film l'invite à lui dire que le bonheur était sous ses yeux depuis le début, était dans son foyer, se cachait en son sein. Mm. Et c'est très étrange en fait à extrapoler comme message parce que ça voudrait dire que une personne afro-américaine qui part découvrir le monde, finalement elle doit retourner à sa place à la fin, ou en tout cas c'est comme ça que nous le présente le film. J'ai trouvé ça très étrange, voire un poil dérangeant. En fait, on a l'impression qu'on l'invite à rester à sa place et à ne pas du tout s'émanciper. Ben, en fait, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que des fois, il y a des discours dans le film qui ont l'air de dire genre affirme-toi, sois toi-même, n'aie pas honte de tes envies. Et donc, ça voudrait dire que son envie, c'est de rester institutrice pour jeunes enfants parce qu'elle aime ça. On le voit au travers du film, elle prend soin de ces personnages-là. Enfin, elle a cette âme généreuse. Mais effectivement, comme tu le dis, on lui dit, ouais, bah finalement, reste comme t'es, reste dans ton quartier. Mais à aucun moment, on va la voir à la fin s'affirmer face à sa tante et lui dire, bah écoute, ce que tu me proposes, non, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je désire. Moi, je désire continuer à être institutrice parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je suis. Bah, au final, on le voit pas à la fin. La fin du film, c'est juste elle récupère son clébard là et puis elle rentre chez elle. Ouais, Et, et, absolument. et point. Et donc au final, il y a pas d'évolution, il n'y a pas la résolution de cet enjeu final qui était posé au début du film par sa tante qui justement l'a rabaissé et qui quelque part lui donnait un sentiment de honte de ce qu'elle était, puisqu'on la voit dans cette scène, elle baisse la tête, elle est pas bien, Mhm. mais ça fonctionne pas du tout et c'est dommage. Il manque une partie du film, je trouve, à la fin. C'est peut-être lié aussi au fait que un des thèmes principaux du Magicien d'Oz, ça devrait être aussi le fait de faire des rencontres et d'agglomérer autour de soi une espèce de bande d'amis. Donc ces trois Ouais. compagnons qui accompagnent Dorothy, l'épouvantail, l'homme de fer blanc et le lion. Mais ces trois compagnons, en fait, comme tu le disais, ça marche pas du tout. C'est juste des pitres, en fait. Alors peut-être que je sauverais le personnage incarné par Michael Jackson, qui lui véhicule régulièrement tout au long du film des proverbes et des citations qui interpellent d'une certaine manière. Alors ça n'est pas une grande prouesse d'écriture puisqu'il déclame juste des trucs, mais ça fonctionne plus ou moins. Par contre, les deux autres, Oh, le ils sont robot et lourds, le lion, ah, ils sont infernales. ils sont lourds, Ils mais courent dans tous les sens. On dirait des marionnettes en fait. Ils sont juste là pour gesticuler et bouger dans tous les sens et c'est agaçant. c'est-à-dire qu'on a développé Diana Ross et un peu Michael Jackson, mais les autres, c'est rien du tout, c'est de la figuration. Et même Michael Jackson, je veux dire, ses citations, ça sort comme ça, n'importe. Enfin, c'est vraiment, c'est comme tu sais un peu maintenant quand on te met des références et qu'on te les balance bien devant l'écran en disant regardez, je vous mets tel jeu sorti dans les années 80, nanana. Et là, c'est Hmm. pareil, c'est genre je vous sors une citation, mais voilà, j'essaye même pas de l'intégrer, je la sors juste. Et au final, ben, c'est pas intéressant. Comment prouver par exemple que le personnage avait déjà l'intelligence en lui? C'est pas en le faisant sortir, j'allais dire de son cul, des trucs parce qu'il les sort de son corps, mais c'est pas en le faisant sortir des citations comme quand on ouvre des gâteaux chinois, tu vois, qui te donnent des proverbes. Hmm. C'est pas comme ça que ça va nous prouver qu'il avait l'intelligence depuis le début. Dans le récit, c'est par les actions, c'est par les discussions entre les personnages et tout que finalement, à la fin, on va se rendre compte qu'ils avaient déjà tout en eux. Et là, on a plus l'impression que ben, qu'ils sont débiles et que c'est Dorothy qui fait tout pour eux et qu'au final, le message, c'est effectivement, comme tu le dis, bah voilà, tu pensais que t'étais nul, mais en fait, non, t'es très capable. Mais une fois qu'elle prend conscience de ça, eh ben, on voit pas de résultat dans sa vie. Et c'est ça qui est dommage. Alors tout de même, moi j'ai trouvé quelques traits communs, et c'était compliqué, hein, je vous l'avoue, entre The Wiz et le reste de la filmographie de Sidney Lumet, parce que d'une certaine façon, on peut voir Dorothy comme quelqu'un qui s'oppose à un système qui l'opprime.
J'ai trouvé ça assez criant dans la scène qui se tourne en fait au World Trade Center, au pied du World Trade Center, où là les tours sont filmées en contre-plongée et on Mhm. a vraiment le sentiment de bâtiment qui oppresse le personnage. À plus forte raison, le fait que le magicien d'Oz, alors on va spoiler le magicien d'Oz, si vous n'avez pas lu le livre, allez-y. Ne regardez pas forcément le film, mais lisez le livre. Ou voyez le film de Sam Raimi, ça explique ce qui se passe aussi. Voilà, il y a le fait que le magicien d'Oz ce soit une fraude totale, quoi. Alors je ne vais pas faire un rapprochement entre The Wiz et Serpico, n'empêche que la figure d'autorité est malmenée et montrée comme complètement vide finalement. Ouais. Et puis en plus, si tu regardes bien, bah, les figures d'autorité, qu'est-ce qu'ils font au final? Ils font rien et ils s'en lavent les mains et ils demandent à Dorothy de faire le travail que eux-mêmes devraient faire. Donc, bon, je ne fais pas non plus avec Serpico, mais c'est un peu ça, ces figures d'autorité qui font rien et qui laissent faire les choses. Alors, il y a un autre trait commun avec la filmographie de Sidney Lumet, c'est le fait de vouloir ancrer son film dans New York. Alors, c'est lié à ce qu'est la comédie musicale à l'époque, mais ça colle beaucoup au cinéaste Sidney Lumet. Et là, ça pose plusieurs problèmes. C'est notamment le fait que Sidney Lumet voulait tourner beaucoup plus dans les vrais décors de New York et que ça n'a pas forcément été rendu possible. C'est criant notamment au moment où il rencontre, où Dorothy, pardon, rencontre le lion devant la bibliothèque de New York et où là il voulait faire un nombre beaucoup plus important de prises et il était beaucoup plus ambitieux visuellement, mais le fait qu'on doive bloquer la circulation les a obligés à se rabattre sur des décors de studio. En fait, il a vraiment été contraint dans son envie de montrer New York. Ouais, bah, il était très très frustré par le film, hein, de ce que j'ai vu, parce qu'effectivement, ça se voit aussi même dans ses mouvements de caméra. D'habitude, on a une caméra qui est très fluide, très mobile, et là, je trouve qu'elle est quand même plutôt bah, plan-plan, quoi. Il y a des plans de Hmm. grue, j'ai l'impression, suivant les numéros, c'est pas très vivant en fait. J'ai l'impression qu'on sent le fait que bah, le film le passionne pas. C'est sans âme, c'est exactement ça, mais bon, on peut peut-être garder quand même cette envie de montrer New York comme un lieu de danger Ouais. qui n'est pas totalement idiote, cette idée, j'ai l'impression. Les décors, par exemple, du métro crade ou des quartiers défavorisés, mais même Manhattan et la bibliothèque, ça pourrait fonctionner si on avait laissé, une fois de plus, Sidney Lumet tourner dans New York. Il reste quand même quelques élans graphiques qu'on peut retenir, comme par exemple le fait que la route de briques jaunes, la fameuse route que doit emprunter Dorothy, est complètement délabrée au début. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'elle part des quartiers pauvres pour aller vers les quartiers les plus riches, vers Manhattan, là où il y a le magicien d'Oz. Et le fait que cette route soit délabrée au début, ça peut dire éventuellement vaguement quelque chose sur la société. Mais une fois de plus, il faut se livrer à un exercice d'interprétation poussé parce que le film ne nous le démontre pas ouvertement. Mais je pense que si on connaît pas en fait la filmographie de Lumet, bah, on peut pas avoir tous ces messages-là. C'est pas possible Mm. si on connaît pas ces thèmes, ces choses chères. Enfin, tu vois, dans ce que tu dis au niveau de cette société divisée, bah, il y a des choses qui reviennent souvent dans ces films. Parfois, il peut utiliser la figure du pont pour montrer la coupure, tu vois, entre deux zones de la ville, par exemple. Mm. C'est quelqu'un qui sait utiliser justement ces immeubles, cette configuration, ce New York, pour raconter vraiment beaucoup de choses. Parfois, il peut te le rendre merveilleux et bien souvent, il va le rendre labyrinthique, inquiétant. Et même là, dans le film, on pourrait avoir ce côté labyrinthique des fois, et je trouve que c'est très vite kitsch en fait. Tu vois, je pense à un décor, à Mm. un moment où ils sont poursuivis par les soi-disant singes volants, parce que la sorcière de l'Ouest a une armée de singes volants, c'est trop classe normalement. Mais là, non, c'est ridicule. On dirait un espèce de sous-Mad Max avec Ah oui. des tuyaux en plastique. Enfin, c'est vraiment très très laid. Et on sort du film, on a l'impression d'être dans un épisode des Power Rangers avant l'heure. Enfin, c'est très bizarre, franchement. Moi, à l'époque, j'avais même pas fait le rapprochement que c'était Lumet qui avait fait ce film-là. C'est vraiment, quand tu m'as invité à retravailler sur sa filmographie, que je me suis dit, c'est pas possible, c'est lui qui a fait The Wiz. C'est dingue. C'est marrant que tu cites les Power Rangers parce que moi je vais même aller encore un peu plus loin. J'ai pensé aussi à cette série en voyant le film parce que c'est vraiment l'esthétique plastique la même. Et puis il y a une autre œuvre, si je peux dire entre guillemets, qui m'est venue à l'esprit, c'est les Teletubbies. Alors, vous allez me dire que je vais un peu loin, mais alors quand on voit la pomme qui se lève au-dessus de Manhattan, comme le soleil des Teletubbies, c'est vraiment frappant en fait. C'est vraiment quelque chose de plastique qui n'a aucun aspect organique. Et moi, j'ai senti un Sidney Lumet malheureux, en fait. J'ai l'impression qu'il filme pas un New York qu'il aime. C'est vraiment
un film de studio avant tout, et j'ai pas l'impression que ce soit là-dedans que s'épanouisse un cinéaste qui, depuis le début du mois d'avril, on le montre, est plutôt urbain. Oui, 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 non, mais totalement. On sent que c'est le film de commande où il a peut-être été. Je sais pas s'il avait du Final Cut, je pense pas, mais on sent qu'il a été quand même bah, pas mal coupé dans son élan, hein, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai lu dans une interview qu'il disait qu'il avait besoin tout le temps de travailler et que des fois, il avait accepté des scénarios pour ne pas se retrouver à rien faire. Donc, je me demande si ce Mm. film-là, c'était pas aussi quelque chose qui arrivait dans une période creuse et il a accepté bah, en disant bah voilà ça va m'occuper, j'ai jamais fait ça, peut-être que mais ça va pas du tout. En plus la comédie musicale, les mouvements de caméra, la mise en scène, c'est hyper important que ça se fonde avec la musique, ça doit aussi participer à ce que nous fait ressentir ben voilà c'est ce choix de musique, enfin il doit y avoir quelque chose, on doit danser, on doit être pris dans le truc et là on est vraiment tout le temps à l'extérieur, enfin c'est très très bizarre. C'est vraiment, je trouve que c'est la comédie musicale la plus froide que j'ai vue, en fait. Oui, effectivement. Et puis je rebondis sur ce que tu dis, sur le fait qu'on sent des élans de Sidney Lumet, mais qui sont complètement contrariés et qui sont annihilés par la suite du récit. Il y a quelques thèmes de société qui s'affichent. Il y a notamment cette usine, alors c'est une usine qui fabrique de la sueur, donc l'image est vraiment très appuyée, où on voit une espèce d'aliénation par le travail, mais immédiatement il y a le grotesque qui va nous ramener à un niveau terre à terre, un niveau très primaire, et qui va empêcher toute réflexion poussée. Et c'est aussi appuyé par le personnage de Richard Pryor, donc qui incarne le magicien d'Oz, dont on se rend compte que c'est une fraude, et le film nous le présente comme un politicien. Et là, en fait, on voit un acteur donc, qui est plutôt talentueux d'habitude, malgré son caractère un peu extravagant qui a posé problème à Paul Schrader sur Blue Collar, qui est complètement désintéressé du film. On sent un Richard Pryor complètement vide. Et là, moi, je me suis demandé si c'était pas la méthode de travail de Sidney Lumet qui ne lui convenait pas. Parce qu'en fait, il faut savoir que Richard Pryor, c'est quelqu'un qui délivre toute son énergie en un nombre très restreint de prises et qui laisse énormément place à l'improvisation. Et le fait que Sidney Lumet soit quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur les répétitions, je me suis demandé si ça n'avait pas contraint sa performance, parce qu'on voit vraiment Richard Pryor qui, en plus de ne pas être drôle, est morose. Ah mais je suis d'accord avec toi, j'ai eu le même ressenti. Vraiment, on sent qu'il a plus d'énergie. Enfin, il est censé, je sais pas, le magicien d'Oz, il est quand même censé, tu vois, un peu avoir un côté bonimenteur, essayer de tromper les gens. Tu vois, c'est le magicien dans le sens manipulateur un petit peu. Et là, Hmm. vraiment, ça passe pas, quoi. Encore une fois, ça fonctionne pas du tout. On a juste l'impression de voir un pauvre gars et je comprends même pas que Dorothy, elle accepte de faire ce qu'il lui demande. Enfin, ouais, ça aurait été sympa qu'il ait un petit côté charmeur, vu que c'est un politicien, qui est vraiment, tu vois, ce côté, enfin, qu'on le ressente, et là pas du tout. Enfin, il me semble que dans la théorie de l'historien, le magicien était comparé, je crois, aux républicains. Donc ils auraient pu Hmm. peut-être essayer de jouer avec ça aussi. Mais non, ils le font pas. Enfin, c'est triste en fait. Même l'opposition avec, par exemple, l'extérieur qui est justement. L'extérieur, ça aurait dû être plus clinquant. On aurait pu avoir quelque chose de fantastique. Dans les comédies musicales, il y a toujours un plan, une séquence où on se dit waouh, où il y a vraiment tout un beau tableau avec des couleurs qui pètent, avec de belles chorégraphies, de trucs comme ça. Et l'extérieur, comme tu dis, on a l'impression d'être dans un billet de banque. On est dans quelque chose de très austère et quand on rentre à l'intérieur, on a l'impression en fait d'être passé de l'autre côté du décor du cinéma et de voir en fait les coulisses. Il y a rien de travaillé vraiment en fait. C'est comme si même Lumet il abandonnait en disant oh c'est bon hein, j'ai fait un truc à l'extérieur, à l'intérieur allez on improvise comme ça et pouf on cherche pas plus Hmm. loin tu vois. C'est vraiment ce côté ouais on a l'impression que tout le monde en a marre quoi. Même Diana Ross. Je pense qu'elle sent que ça va pas, quoi. Je pense que il y a des fois, tu sens que ça pue ce que tu fais, hein. Oui, bah de toute Mm. façon, il suffit de voir la qualité de l'acting dans le film pour s'en rendre compte. Diana Ross est chanteuse avant d'être actrice, c'est visible à l'écran et ça transpire réellement. Mais c'est même le cas des autres personnages. Alors Michael Jackson s'en tire peut-être un peu mieux une fois de Mm. plus,
Michael Jackson, c'est le seul qui garde un bon souvenir du tournage et qui dit qu'il s'était énormément amusé. Et c'est pour ça aussi qu'il a gardé l'envie de vouloir faire du cinéma, que ce soit au travers de ses vidéoclips ou parfois il avait fait un film, je crois que c'était Moonwalker. Oui, oui, oui. Bon, voilà, je suis pas très fan, mais bon, voilà. C'est quelqu'un qui est passionné par le cinéma. Donc, tant mieux s'il y en a un qui s'est amusé, c'est déjà ça, hein. Moi, ce qui m'a gêné aussi, c'est il y a une phrase qui revient énormément dans le livre de Sidney Lumet, c'est qu'il s'attache au thème avant de s'attacher au style. Et j'ai l'impression qu'avec The Wiz, il se fourvoie totalement et il fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il essaye d'être dans une débauche graphique qui, comme on l'a dit, ne fonctionne pas du tout et que derrière, finalement, les thèmes sont complètement absents. Et pour moi, The Wiz, c'est peut-être le film de la filmographie de Sidney Lumet qui est le moins représentatif de ce qu'il est. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. En plus, The Wiz, au départ, la comédie musicale, c'est donc une comédie musicale qui était off-Broadway et qui, justement, avait été une relecture donc, de cette histoire du Magicien d'Oz, justement, du point de vue de la communauté noire. Donc, c'était censé exprimer des thèmes et des points importants pour elle à l'époque voilà, où elle a été créée. Donc, justement, ce côté moderne. Et on le retrouve vraiment pas dans le film. J'ai l'impression que il est resté plus sur la version originale sans comprendre ce qui avait été travaillé autour, en fait. Eh bien, je suis totalement d'accord avec toi. Et comme tu le sais, et là ça va pas forcément être glorieux pour Sidney Lumet, on en est désolé, mais bon, vous avez bien vu pendant tout le mois d'avril qu'on est animé par la passion et par l'amour qu'on a pour son cinéma. Toutefois, il va falloir donner une note à The Wiz, et je te laisse annoncer la tienne avec gravité. C'est dur. Je vais pas mettre 0 parce qu'il faut pas déconner non plus. Non. Je vais pas mettre 5 non plus. Je partirai sur un 4 pour la chanson sur la route, pour Michael Jackson qui des fois a des chorégraphies sympas, et pour quelques points intéressants qu'on a évoqués. Mais vraiment, pour moi, je le redis, c'est son Star Wars Holiday Special. C'est la même vibes. Bah moi, je vais mettre un petit point de moins, un 3 parce que vraiment, je te rejoins, c'est un film qui est gênant. C'est vraiment le mot qui est peut-être le plus revenu dans ma bouche aujourd'hui. Mais c'est ce que j'ai ressenti en regardant le film. Et en plus, je me suis senti déconnecté du film à une vitesse extrêmement rapide. Alors d'habitude, j'ai une forte capacité d'attention, enfin je pense en tout cas. Et là, je pense qu'au bout de 20 minutes, je n'étais déjà plus dans le film, alors qu'on devait, a priori, à ce moment-là, rentrer à peine dans le monde de Oz. Et ça ne me parlait déjà plus du tout. J'avais compris qu'on allait droit dans le mur. Donc pour moi, ce sera un petit 3, et évidemment, pas de coup de cœur. Ah mais je suis d'accord avec toi, parce que moi aussi je suis sortie du film. Déjà quand elle a crié Toto, j'ai dit non, ça va pas le faire. Mais en plus, la façon, on n'en a pas parlé, mais la façon dont elle va dans le monde d'Oz, j'ai eu l'impression Oh que là. c'était Alice au pays des merveilles en fait. Et là je me suis dit mais il y a un problème. Il sait que c'est pas Alice au pays des merveilles qu'il est en train d'adapter. Et là déjà j'ai commencé à sortir de l'histoire quoi. On est censé être émerveillé, on l'est jamais. Donc moi, mon mot pour finir, c'est regarder la version avec Judy Garland, regardez les autres que je vous ai conseillés et laissez The Wiz. Voilà, penchez-vous plutôt sur les autres films de Sidney Lumet, mais si toutefois vous êtes courageux, je suis allé faire des petites recherches, et je vais essayer de le faire maintenant dans les podcasts et dans les articles pour voir où le film était disponible. Alors nous, on se l'est procuré par nos propres moyens et on a dû faire appel à l'import. Alors moi, j'avais une version assez basique, mais j'ai trouvé du côté de nos amis anglo-saxons, chez Just Bridge, une édition Blu-ray, Steelbook, Mediabook, je crois ils appellent ça même, avec 2 CD qui contiennent la BO en bonus, donc plutôt un bel objet. Mais qui vraiment est destiné aux gens qui sont nostalgiques du film, qui l'auraient peut-être connu petit. Mais même dans ce cas-là, comme c'est ton cas à toi, j'ai pas l'impression que le redécouvrir est une très bonne idée. Toutefois, si le cœur vous en dit. Je pense qu'il faut rester sur ses souvenirs, je pense. Vraiment. Après, des fois, on peut le voir d'occasion dans des versions DVD. Mais alors, faites attention parce que les vendeurs, ils sont fous. C'est vraiment des prix, je comprends pas, ça mérite pas. Je pense que le fait qu'il y ait Michael Jackson dans le film appuie une certaine collectionnite chez certains Ouais. et fait gonfler un peu les prix. Mais bon, c'est la loi du marché. Et puis avant de quitter nos auditeurs, tu le sais, il faut faire des bisous spéciaux. Et là, moi j'ai envie de faire des bisous à l'instar du robot, de l'homme de fer blanc, des bisous pleins d'huile. C'est un peu crade, mais si tu veux.
C'est un peu tendancieux comme le film l'est parfois. Mais admettons. Merci de nous avoir écoutés. Le mois Sidney Lumet continue. Je rappelle qu'il y a un concours sur Twitter pour gagner Serpico, qui est quand même un meilleur film, avouons-le. Ah bah, totalement. Et qu'on va continuer d'éplucher la filmographie de Sidney Lumet film par film. Le mois continue. On vous remercie. À très bientôt. Merci, à bientôt.